Chapitre 1. Candide est un jeune garçon très gentil et très innocent. Il habite dans un château en Allemagne, chez un grand seigneur appelé le baron de Thundertentronckh. Ce baron se croit très important, même si son château est petit. Candide vit heureux dans ce château. Il apprend la philosophie avec un vieux professeur nommé Pangloss, qui lui répète tout le temps que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Candide croit tout ce que dit son professeur. Un jour, Candide voit Cunégonde, la fille du baron, et ils s'embrassent. Mais le baron les surprend, il se met en colère et chasse Candide du château. Candide se retrouve seul, sans maison, et c'est ainsi que commence son long voyage. Ce chapitre montre que même si Candide pensait vivre dans un monde parfait, la réalité va vite lui montrer que la vie peut être dure et injuste. Chapitre 2. Après avoir été chassé du château, Candide marche longtemps dans le froid et la faim. Il arrive dans un village voisin appelé Valdero. Il est fatigué, affamé et seul. Deux hommes bien habillés l'approchent gentiment, lui offrent à manger et lui parlent avec de belles paroles. Candide est heureux de trouver enfin des gens aimables. Mais en réalité, ces hommes veulent l'attirer dans l'armée. Ils lui font boire du vin, et sans bien comprendre, Candide se retrouve soldat dans l'armée bulgare. Il ne sait même pas ce qui se passe. On lui donne un uniforme, on le force à s'entraîner, et quand il veut partir, on le punit sévèrement. On le frappe violemment parce qu'il n'a pas suivi les règles. Candide comprend alors que le monde n'est pas toujours bon, et que les gens peuvent être méchants, même s'ils sourient au début. Chapitre 3. Dans ce chapitre, Candide voit pour la première fois la guerre de près. Il se trouve au milieu d'un terrible combat entre les Bulgares et les Avars. Il voit des soldats tués, des maisons brûlées, des villages détruits, et beaucoup de morts. Il est choqué et ne comprend pas pourquoi les hommes se battent ainsi. Voltaire décrit la guerre de façon très dure pour montrer que ce n'est pas quelque chose de glorieux, mais quelque chose d'horrible. Candide réussit à s'enfuir du champ de bataille et marche longtemps, seul. Il arrive dans une ville en ruine, où il voit des gens souffrir et mourir. Il continue son chemin et arrive enfin en Hollande. Là, il demande de l'aide à des gens riches, mais ils le rejettent. Seul un homme pauvre, nommé Jacques, accepte de l'aider. Il lui donne à manger, des vêtements, et l'accueille chez lui. Grâce à Jacques, Candide retrouve un peu d'espoir. Il apprend aussi que Pangloss, son ancien professeur, est vivant, mais dans un très mauvais état. Chapitre 4. Dans ce chapitre, Candide retrouve son ancien maître, Pangloss, mais il ne le reconnaît presque pas. Pangloss est très malade, sale et très maigre. Il souffre beaucoup. Candide est très triste de le voir comme ça. Il lui demande ce qui lui est arrivé. Pangloss lui raconte que le château a été détruit par les soldats, que le baron, sa femme et leur fille Cunégonde sont morts. Candide est bouleversé. Il croyait que tout allait bien dans le monde, comme Pangloss le disait avant. Mais Pangloss continue malgré tout à dire que tout est pour le mieux. Il explique qu'il est tombé malade à cause d'un mauvais amour et qu'il vit maintenant dans la misère. Heureusement, Jacques, l'homme généreux qui aide Candide, accepte aussi d'aider Pangloss. Il lui paie un médecin, le nourrit et lui donne un travail. Candide commence alors à mieux vivre grâce à la bonté de Jacques. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Candide, Pangloss et Jacques partent ensemble en bateau vers Lisbonne. Pendant le voyage, une grosse tempête éclate. La mer est très violente, les vagues sont énormes et le vent souffle fort. Le bateau est en danger.
Pendant que tout le monde essaie de survivre, un marin méchant pousse Jacques dans l'eau. Candide veut le sauver, mais il est trop tard, Jacques meurt noyé. C'est très triste, car Jacques était le seul personnage vraiment bon. Le bateau finit par arriver à Lisbonne, mais à peine arrivé, un terrible tremblement de terre secoue toute la ville. Des maisons tombent, des gens meurent, et il y a beaucoup de feu et de destruction. Pangloss, malgré tout ce malheur, continue de répéter que tout est pour le mieux. Candide commence à douter, car il voit tellement de souffrance autour de lui qu'il ne comprend plus comment tout cela peut être bien. Chapitre 6. Après le tremblement de terre à Lisbonne, les gens sont très effrayés. Pour calmer la colère de Dieu, les chefs religieux décident de faire un grand sacrifice appelé un autodafé. Ils pensent que punir des gens va empêcher d'autres malheurs. C'est une idée très cruelle. Candide et Pangloss sont arrêtés. Pangloss est puni parce qu'il a dit que tout allait bien, même après le désastre. Candide, lui, est puni juste parce qu'il a écouté Pangloss. Pendant la cérémonie, des gens sont brûlés vifs et Candide reçoit des coups de fouet. Il souffre beaucoup. Juste après, un nouveau tremblement de terre se produit. Candide est très triste, il a mal, et il ne comprend toujours pas pourquoi toutes ces horreurs arrivent si le monde est censé être le meilleur possible, comme le disait toujours Pangloss. Chapitre 7. Après avoir été battu pendant l'autodafé, Candide souffre beaucoup et marche tout seul, sans savoir où aller. Il est très triste et a mal partout. Soudain, une vieille femme mystérieuse vient à lui. Elle lui donne à manger, soigne ses blessures et lui dit de la suivre sans poser de questions. Candide est étonné mais la suit. Elle le conduit dans une maison calme et lui demande de se reposer. Puis, elle lui annonce une grande nouvelle, Cunégonde est vivante. Candide n'en croit pas ses oreilles. Il est rempli de joie. Il pensait qu'elle avait été tuée pendant l'attaque du château, mais elle a survécu. La vieille femme promet de le conduire vers elle. Pour Candide, c'est un grand espoir au milieu de tous ses malheurs. Chapitre 8. Dans ce chapitre, Cunégonde raconte à Candide ce qui lui est arrivé depuis l'attaque du château. Elle explique que sa famille a bien été tuée par les soldats, mais qu'elle a survécu par miracle. Malheureusement, elle a été capturée. Un soldat l'a emmenée, puis elle a été vendue à un riche homme qui l'a gardée comme servante. Ensuite, un autre homme important, un religieux, a voulu l'avoir pour lui aussi. Les deux hommes se sont disputés pour elle, mais au final, ils ont partagé sa compagnie comme si elle était un objet. Cunégonde raconte tout cela avec tristesse, car elle a beaucoup souffert. Un jour, elle a rencontré la vieille femme qui a eu pitié d'elle et l'a aidée. C'est cette femme qui a ensuite sauvé Candide. Cunégonde est heureuse de revoir Candide, même si elle vit toujours dans une situation compliquée. Mais leur amour n'est pas mort. Chapitre 9. Dans ce chapitre, il se passe quelque chose de très grave. Un des hommes puissants qui gardait Cunégonde, le religieux, entre dans la maison et voit Candide avec elle. Il se met très en colère. Candide, pour se défendre et protéger Cunégonde, prend une épée et le tue. C'est la première fois qu'il tue quelqu'un, et il est choqué par ce qu'il a fait. Ensuite, un autre homme arrive, le soldat qui gardait aussi Cunégonde. Il découvre la scène. Candide, encore une fois, n'a pas le choix et le tue aussi. Maintenant, Candide a tué deux hommes importants. La vieille femme leur dit alors qu'ils doivent s'enfuir rapidement, sinon les gardes vont venir les arrêter. Candide et Cunégonde partent donc avec elle pour fuir ce danger. Leur voyage continue, plein de peur et de surprises.
Chapitre 10. Dans ce chapitre, Candide, Cunégonde et la vieille femme fuient Lisbonne après les 2 meurtres. Ils prennent un bateau et partent vers une autre ville appelée Cadix, en Espagne. Mais pendant le voyage, ils sont volés. Quelqu'un leur prend tout leur argent et leurs bijoux. Cunégonde est très triste d'avoir perdu ses beaux habits et ses richesses. Candide, lui, essaie de rester courageux, même s'il n'a presque plus rien. En arrivant à Cadix, il trouve une armée qui se prépare à partir pour une mission en Amérique du Sud. Candide est engagé comme soldat grâce à ses expériences passées dans l'armée bulgare, et on lui donne un peu d'argent. Il accepte le travail, et il part avec Cunégonde et la vieille femme sur un bateau en direction du Paraguay, espérant y trouver une vie meilleure. Le voyage continue, plein d'espoir mais aussi de danger. Chapitre 11. Dans ce chapitre, c'est la vieille femme qui commence à raconter sa propre histoire. Elle dit à Candide et à Cunégonde qu'elle aussi a eu une vie très difficile. Elle était autrefois la fille d'un grand prince et vivait dans un palais magnifique. Elle avait une vie pleine de bonheur et de richesse. Mais un jour, tout a changé. La guerre a éclaté, son fiancé est mort, et elle a été capturée par des pirates. Elle a été vendue comme esclave et a voyagé de pays en pays, toujours maltraitée. Elle a été malade, a eu faim, et a vu beaucoup de gens mourir autour d'elle. Elle raconte cela pour montrer à Cunégonde que, même si elle a beaucoup souffert, il y a toujours pire dans la vie, et que l'espoir ne doit jamais disparaître. Son histoire est triste, mais elle parle avec courage et force. Chapitre 12. La vieille femme continue de raconter sa triste histoire. Après avoir été esclave, elle a été vendue plusieurs fois, chaque fois à des maîtres différents, dans des pays très loin de chez elle. Elle a connu la faim, la peur, la maladie, et même des moments où elle voulait mourir parce que la vie était trop dure. Un jour, elle a été attaquée par des soldats qui ont tué tout le monde sauf elle. Mais ces soldats l'ont laissée presque morte, elle a perdu une partie de son corps à cause d'une grave blessure. Malgré tout cela, elle a survécu. Elle dit qu'elle a vu tant de souffrances qu'elle est surprise que les gens veuillent encore vivre. Mais elle aussi continue de vivre, et elle essaie d'aider les autres, comme elle a fait avec Cunégonde et Candide. Son histoire montre à quel point le monde peut être cruel, mais aussi que le courage et la bonté existent encore. Chapitre 13. Dans ce chapitre, Candide, Cunégonde et la vieille femme arrivent enfin en Amérique du Sud, dans un pays appelé le Paraguay. Candide veut se faire bien voir par les autorités et espère qu'ils pourront vivre tranquilles ici. Il apprend que le gouverneur du pays est un homme important et que Cunégonde lui plaît beaucoup. Le gouverneur veut même l'épouser. Cunégonde ne sait pas quoi faire. Elle aime Candide, mais elle a peur de refuser le gouverneur car il a beaucoup de pouvoir. La vieille femme lui conseille d'accepter pour survivre, car dans la vie, il faut parfois faire des choix difficiles. Candide, lui, ne sait pas encore ce que Cunégonde va décider. Il part voir un supérieur religieux pour lui demander de l'aide, mais ce religieux est en fait le frère de Cunégonde, qu'il croyait mort. Une grosse surprise les attend, et cela va tout bouleverser. Chapitre 14. Candide est très surpris de découvrir que le prêtre qu'il vient voir est le frère de Cunégonde. Ce jeune homme, devenu religieux, a survécu à l'attaque du château, tout comme sa sœur. Au début, il est content d'apprendre que Cunégonde est encore vivante. Mais quand Candide lui dit qu'il veut l'épouser, tout change. Le frère se met très en colère. Pour lui, Candide n'est pas assez noble pour épouser sa sœur, même s'il l'aime.
Candide essaie de se défendre, mais le frère le traite mal et le menace. Candide, poussé à bout, perd patience et le tue avec son épée, sans vraiment le vouloir. Il est horrifié par ce qu'il a fait. Maintenant qu'il a tué le frère de Cunégonde, il doit fuir encore une fois. Il se cache et s'enfuit avec un serviteur fidèle, car il sait que s'il est attrapé, il sera sévèrement puni. Encore une fois, Candide est obligé de fuir à cause d'un malheur. Chapitre 15. Dans ce chapitre, Candide fuit après avoir tué le frère de Cunégonde. Il est très triste et a peur d'être attrapé. Heureusement, il est accompagné par Cacambo, un serviteur intelligent et fidèle. Cacambo lui propose une idée. Ils vont se cacher chez les jésuites ennemis du frère, en espérant qu'ils ne seront pas reconnus. Pour se faire accepter, ils mettent des habits d'officier. En chemin, ils découvrent des villages où les gens vivent très simplement. Candide commence à réfléchir. Pourquoi les hommes se battent-ils tout le temps? Pourquoi faut-il tuer pour se défendre? Même s'il continue son voyage, il sent que le monde est plein d'injustice. Grâce à Cacambo, il reste courageux. Ensemble, ils partent à cheval vers un nouveau lieu, toujours à la recherche d'un endroit où ils pourraient enfin vivre en paix. Chapitre 16. Dans ce chapitre, Candide et Cacambo traversent une grande forêt en Amérique du Sud. Ils sont fatigués, ils ont faim et ils ne savent pas où aller. Soudain, ils sont attaqués par des sauvages appelés les Oreillons. Ces hommes veulent les manger car ils pensent que ce sont des ennemis. Candide a très peur, mais Cacambo, qui parle plusieurs langues, leur explique qu'ils ne sont pas des méchants soldats, mais des voyageurs perdus. Heureusement, les Oreillons comprennent et décident de les laisser partir. Candide est soulagé. Il pensait mourir mangé comme un animal. Après cette aventure, Candide commence à se poser de plus en plus de questions sur le monde. Il se demande comment Pangloss pouvait dire que tout est pour le mieux, alors qu'il voit autant de violence et de danger partout. Mais il continue son voyage avec espoir. Chapitre 17. Dans ce chapitre, Candide et Cacambo continuent leur voyage et arrivent dans une région très étrange. Ils traversent des montagnes, des rivières, et enfin arrivent dans un pays caché et merveilleux, l'Eldorado. Ce pays est très différent de tous les autres. Les routes sont propres, les gens sont gentils, il n'y a ni guerre ni pauvres, et tout le monde y vit en paix. Là-bas, l'or et les pierres précieuses traînent par terre comme des cailloux, car les gens ne s'y intéressent pas, ils pensent que ce n'est pas important. Candide n'en revient pas. Il se dit, peut-être que ce pays est enfin le vrai meilleur des mondes possibles. Les habitants sont heureux, sages et respectueux. Candide est très impressionné par cette société juste et paisible. Mais même dans ce lieu parfait, il pense toujours à Cunégonde et il commence à vouloir quitter Eldorado pour la retrouver, même si Cacambo trouve ça un peu faux. Chapitre 18. Dans ce chapitre, Candide découvre encore plus de choses sur le pays d'Eldorado. Il visite la ville, voit des écoles très bien organisées, des temples magnifiques et des gens heureux qui vivent sans juger les autres. Il apprend que dans ce pays, tout le monde est libre, il n'y a ni roi autoritaire, ni religieux qui punissent les gens. Le peuple d'Eldorado vit sans violence, sans pauvreté et sans prison. Candide est très étonné, car ce monde semble vraiment parfait, bien mieux que tout ce qu'il a vu avant. Mais malgré toute cette richesse et cette paix, Candide pense toujours à Cunégonde. Il veut la retrouver, même s'il doit quitter ce pays merveilleux. Alors il demande au roi la permission de partir. Le roi est surpris, mais il accepte.
Candide décide de prendre de l'or et des pierres précieuses pour être riche dehors, et il part avec Cacambo, laissant derrière lui ce paradis, tout cela par amour pour Cunégonde. Chapitre 19. Dans ce chapitre, Candide et Cacambo quittent le pays merveilleux d'Eldorado avec beaucoup d'or et de pierres précieuses. Ils veulent retrouver Cunégonde, qui est à Buenos Aires. En chemin, ils passent par Suriname, une ville au bord de la mer, pour chercher un bateau. Là, Candide voit un esclave noir très blessé. Il a perdu une jambe et une main. L'esclave lui explique qu'il a été maltraité par son maître et qu'il souffre énormément. Candide est choqué. Il se rend compte que le monde est encore plein d'injustice et de cruauté, même après avoir vu un endroit parfait comme Eldorado. Candide décide alors d'envoyer Cacambo en mission pour aller chercher Cunégonde, pendant que lui cherchera un bateau pour les rejoindre. Il fait confiance à un capitaine hollandais et lui donne beaucoup d'or pour préparer le voyage. Mais le capitaine le trompe et part avec l'argent, laissant Candide tout seul. Candide est désespéré. Heureusement, il rencontre Martin, un homme très pauvre et très triste, qui a beaucoup souffert dans sa vie. Martin pense que le monde est rempli de mal, et que les hommes sont souvent égoïstes et méchants. Même si Martin est très pessimiste, Candide lui propose de l'accompagner, car il a besoin d'un ami pour continuer son voyage. Ensemble, Candide et Martin embarquent pour l'Europe, espérant retrouver Cunégonde un jour. Candide garde encore un peu d'espoir dans son cœur, malgré tous les malheurs qu'il a vécus. Chapitre 20. Dans ce chapitre, Candide voyage en bateau avec Martin vers la France. Pendant le voyage, ils discutent beaucoup. Candide, même s'il a souffert, espère toujours que tout finira bien. Mais Martin est très pessimiste. Il pense que les hommes sont méchants par nature et que le monde est rempli d'injustice. Il a vécu beaucoup de malheurs, et cela l'a rendu triste et méfiant. Candide lui parle de Cunégonde et dit qu'il espère la retrouver bientôt. Martin lui répond qu'il doute qu'elle soit encore fidèle ou qu'elle soit heureuse. Candide n'aime pas ce genre de paroles, mais il continue à croire en son amour. Pendant le voyage, il voit un combat entre deux navires en mer. L'un des bateaux coule, et Candide reconnaît le capitaine qui l'avait volé à Suriname. Il est en train de se noyer. Candide ne se réjouit pas de sa mort, même s'il était méchant. Il dit simplement que la justice divine a peut-être parlé. Martin, lui, n'est pas surpris. Il pense que c'est normal dans un monde aussi cruel. Le chapitre se termine sur cette scène, avec Candide pensif et Martin toujours plein de doutes. Chapitre 21. Dans ce chapitre, Candide et Martin arrivent enfin en France, dans la ville de Bordeaux. En marchant dans les rues, ils discutent encore de la vie et du malheur. Candide continue à poser des questions. Il veut comprendre pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde. Martin lui répond que partout où il est allé, il a vu des gens malheureux, même les riches, même les puissants. Pour Martin, les hommes se font du mal entre eux, et cela ne changera jamais. Candide a du mal à accepter cette idée. Il aimerait croire que quelque part, il existe des gens vraiment heureux. Alors, il décide d'aller à Paris, car il pense que c'est une grande ville pleine de culture et de bonheur. Peut-être qu'il y trouvera des réponses, ou même des nouvelles de Cunégonde. Martin accepte de l'accompagner. Ils reprennent la route ensemble, avec plus de questions que de certitudes. Chapitre 22. Dans ce chapitre, Candide et Martin arrivent à Paris. Au début, Candide est impressionné. La ville est belle, les gens sont bien habillés, il y a des spectacles et beaucoup d'activités. Mais très vite,
Il découvre que beaucoup de gens font semblant d'être gentils, alors qu'ils pensent seulement à l'argent ou au pouvoir. Il tombe malade, et pendant sa maladie, des faux amis viennent lui rendre visite, surtout pour essayer de lui prendre de l'argent. Un jour, Candide va au théâtre. Il ne comprend pas bien la pièce, mais tout le monde applaudit, alors il fait pareil. Ensuite, il rencontre une femme très jolie et élégante, qui lui fait croire qu'elle est amoureuse de lui. Mais en réalité, elle veut juste lui voler son argent. Elle profite de sa gentillesse et de sa naïveté. Candide continue à se poser des questions. Pourquoi les gens sont-ils si faux? Pourquoi est-ce si difficile de trouver des personnes sincères? Paris le déçoit. Alors il décide de quitter la ville et de continuer son voyage vers Venise, où il espère retrouver Cunégonde grâce à Cacambo. Chapitre 23. Dans ce chapitre, Candide et Martin quittent Paris en bateau pour aller à Venise, en passant par l'Angleterre. Quand ils arrivent en Angleterre, ils voient une scène très choquante. Un amiral anglais est tué en public. Il est exécuté, tué par ordre du roi, parce qu'il a perdu une bataille navale. Martin explique à Candide que les Anglais tuent parfois leur chef pour donner l'exemple aux autres, afin qu'ils soient plus courageux. Candide est horrifié. Il ne comprend pas comment on peut tuer quelqu'un pour ce genre de raison. Cette scène montre encore une fois que le monde est cruel et absurde, même dans des pays puissants comme l'Angleterre. Candide ne veut pas rester là. Il demande tout de suite qu'on le ramène sur un bateau vers Venise, car il espère toujours y retrouver Cunégonde et son fidèle ami Cacambo. Même s'il a vu tant de malheurs, Candide garde encore un peu d'espoir dans son cœur. Chapitre 24. Dans ce chapitre, Candide arrive enfin à Venise, plein d'espoir de retrouver Cunégonde et Cacambo, comme cela avait été prévu. Mais il attend plusieurs jours, puis plusieurs semaines, et personne ne vient. Candide commence à s'inquiéter et à perdre patience. Il se demande si Cacambo a été capturé ou si Cunégonde est encore en vie. Pendant ce temps, Martin, toujours très sérieux et pessimiste, lui dit qu'il ne faut pas trop espérer. Dans ce monde, les choses se passent rarement comme on le souhaite. Un jour, Candide rencontre un vieil ami, le frère Giroflée, un moine qu'il avait croisé plus tôt. Ce moine vit très mal. Il déteste sa vie religieuse, se plaint tout le temps, et dit qu'il est malheureux comme tout le monde. Candide se rend compte encore une fois que même ceux qui sont censés vivre dans la paix et la foi sont tristes et pleins de colère. Chapitre 25. Dans ce chapitre, Candide et Martin vont rendre visite à un homme très riche et très savant, appelé Seigneur Pococurante. Candide pense que cet homme, qui a tout ce qu'il faut pour être heureux de l'argent, une belle maison, des tableaux, des livres rares, doit sûrement être le premier homme vraiment heureux qu'il rencontre. Mais en parlant avec lui, Candide est très surpris. Pococurante n'aime rien de ce qu'il a. Il critique les livres, les artistes, les musiciens, et dit qu'il se lasse de tout très vite. Rien ne le satisfait vraiment. Candide est déçu. Il se dit, même les gens riches, puissants et cultivés ne sont pas contents de leur vie. Martin, lui, n'est pas surpris du tout. Il dit que c'est normal. Les hommes se plaignent toujours, même quand ils ont tout. Ce chapitre montre encore une fois que le bonheur n'est pas dans les richesses ni dans les belles choses, et que la vraie joie est peut-être ailleurs. Chapitre 26. Dans ce chapitre, Candide et Martin sont invités à un grand dîner à Venise, dans une auberge. Pendant ce repas, ils mangent avec 6 autres hommes très bien habillés et très polis. En parlant avec eux, Candide découvre une chose incroyable. Chacun de ces hommes était autrefois roi, mais tous ont perdu leur trône.
Maintenant, ils vivent comme des gens ordinaires. C'est une grande surprise pour Candide, car il croyait que les rois étaient toujours puissants et heureux. Mais ces anciens rois racontent leurs malheurs. Ils ont été trahis, chassés, emprisonnés, et maintenant, ils vivent dans la tristesse ou l'oubli. Candide comprend alors que même les rois peuvent tout perdre, et que personne n'est à l'abri du malheur. À la fin du repas, un des anciens rois paie l'addition pour tout le monde, ce qui montre qu'il lui reste un peu de noblesse dans le cœur. Ce chapitre renforce encore l'idée que le bonheur ne dépend ni du pouvoir ni de la richesse. Chapitre 27. Dans ce chapitre, Candide et Martin prennent un bateau pour aller à Constantinople, la ville où se trouve Cunégonde. Sur ce bateau, Candide fait une grande découverte. Il retrouve Cacambo, son fidèle serviteur. Mais Cacambo est dans un sale état. Il est devenu esclave et rame sur la galère. Il raconte à Candide que, après leur séparation, il a essayé d'emmener Cunégonde en sécurité, mais il a été capturé et vendu comme esclave. Puis, Candide fait une autre découverte incroyable. Pangloss, son ancien professeur, est aussi esclave sur le même bateau. Il rame à côté de le jeune baron, le frère de Cunégonde. Candide croyait qu'ils étaient morts tous les deux. Pangloss raconte qu'il a survécu à la pendaison à Lisbonne, et qu'après beaucoup de souffrances, il a été vendu comme esclave. Le baron, lui, a aussi vécu plein d'aventures tristes et a fini dans la même galère. Candide est choqué mais heureux de les retrouver vivants. Il paie la liberté de Cacambo, Pangloss et du baron, en utilisant l'or qui lui reste. Ensemble, ils quittent la galère et se dirigent vers Constantinople pour retrouver enfin Cunégonde. Même si elle n'est plus belle, Candide veut toujours l'épouser, car il est fidèle à sa promesse et à son amour. Chapitre 28. Dans ce chapitre, Pangloss et le baron racontent à Candide comment ils ont survécu. Pangloss commence. Il explique qu'après avoir été pendu pendant l'autodafé, un médecin l'a sauvé et soigné en cachette. Mais plus tard, il a été vendu comme esclave et envoyé sur une galère. Il dit qu'il a vécu des choses horribles, mais malgré tout, il continue à croire que tout est pour le mieux, même si cela semble de plus en plus absurde. Le jeune baron raconte aussi sa propre histoire. Il a été laissé pour mort après l'attaque du château, mais il a survécu miraculeusement. Il a été soigné par des religieux, puis fait prisonnier, puis vendu comme esclave, comme les autres. Il est toujours très fier de sa famille noble, et il pense encore que Candide n'est pas assez noble pour épouser sa sœur Cunégonde. Candide est un peu énervé par cette idée, mais il ne dit rien pour l'instant. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver Cunégonde, qu'il aime toujours. Le voyage vers Constantinople continue, rempli de souvenirs, de blessures, mais aussi d'espoir. Chapitre 29. Dans le chapitre 29, Candide retrouve Cunégonde, mais elle a perdu toute sa beauté à cause des souffrances qu'elle a endurées. Malgré cela, il reste fidèle à sa promesse et veut l'épouser. Cependant, son frère, le baron de Thundertentronckh, s'oppose encore une fois à ce mariage, car il refuse que sa sœur épouse un roturier, même riche. Cette attitude orgueilleuse révèle la critique de Voltaire contre la noblesse et son obsession du rang social. Candide, excédé, prend une décision radicale. Il fait vendre le baron comme galérien. Ce passage montre l'évolution de Candide, qui devient plus ferme et déterminé, et prépare la conclusion du roman où la promesse sera finalement respectée, mais dans une réalité bien différente des illusions du début.
Chapitre 30. Dans ce dernier chapitre, Candide épouse enfin Cunégonde, même si elle n'est plus belle et qu'elle est devenue un peu désagréable. Il vit maintenant dans une petite ferme à la campagne, avec Cacambo, Pangloss, Martin, la vieille femme, et quelques autres personnes. Mais au lieu d'être heureux, tout le monde s'ennuie. Ils passent leur temps à parler de philosophie, à discuter des malheurs qu'ils ont vécus et à se plaindre. Candide, qui a tout fait pour retrouver Cunégonde, n'est pas vraiment heureux comme il l'espérait. Un jour, il rencontre un vieil homme simple qui travaille tranquillement dans son jardin. Il leur dit qu'il évite les problèmes et les disputes, et qu'il se contente de cultiver la terre pour vivre en paix. Cette idée fait réfléchir Candide. Il se dit alors une phrase très célèbre. Il faut cultiver notre jardin. Cela veut dire qu'au lieu de trop réfléchir ou de courir après des rêves impossibles, il vaut mieux travailler, être utile et vivre simplement. À la fin, tous les personnages se mettent à travailler dans leur jardin et ils trouvent enfin un peu de calme. Ce n'est pas un bonheur parfait, mais c'est une vie plus tranquille et plus sage. À travers Candide ou l'optimisme, Voltaire critique la guerre, la religion et l'aveuglement de l'optimisme. Le parcours de Candide montre que le bonheur ne se trouve pas dans les théories abstraites mais dans l'action concrète. La célèbre leçon finale, il faut cultiver notre jardin, invite à travailler, agir et vivre avec lucidité pour construire un bonheur simple et réel.